On est le 18 août 2018, on est à Sos del Rey Católico en Espagne et c'est une belle journée d'été qui commence. Ce matin-là, il y a un agent de maintenance qui commence sa journée de travail dans un champ d'éoliennes. À 9h, il va avoir une petite envie pressante, il va s'éloigner un petit peu de l'éolienne qu'il était en train de contrôler. Et c'est à ce moment-là où il découvre quelque chose qui le perturbe énormément. Il va découvrir quelque chose de glaçant dans un buisson qui est à côté. Il va découvrir un corps qui est lardé de coups de couteau. Il va s'approcher du corps et il va s'apercevoir que c'est une femme d'une 50aine d'années, recouverte de sang. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle directement la Guardia Civile pour les avertir qu'il a trouvé un corps. Les enquêteurs vont arriver très rapidement sur place. Immédiatement, ils vont commencer les premières investigations. Et très vite, ils vont pouvoir identifier la nationalité de la victime. C'est une Française et elle s'appelle Pascal. Les enquêteurs espagnols comprennent très vite qu'il s'agit en fait d'un crime parce qu'il y a des traces de coups de couteau. C'est assez inhabituel parce qu'on est dans un champ d'éoliennes. Qu'est-ce que fait ce corps-là à ce moment-là? Comment s'est-il retrouvé ici? C'est ce que vont tenter de découvrir les policiers tout au long de l'enquête, qui leur réserve bien des rebondissements. Nous sommes à Martignas, sur Jalles, une jolie petite ville près de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. C'est ici que vit Pascal, 58 ans. Pascal est né en 1960 dans une famille ouvrière de Bourg-en-Bresse. Un milieu qui est un milieu ouvrier, modeste. Elle s'est installée à Reims en 1987, c'est là où elle a rencontré son mari, elle a eu 2 enfants. Et elle a vécu des jours très heureux à Reims pendant plusieurs années jusqu'en 1999. Et les enfants la décrivent comme quelqu'un qui a tout sacrifié pour eux, qui aura été jusqu'au bout d'une grande abnégation, qui avait le cœur sur la main. Elle est décrite comme une femme qui aimait beaucoup la vie, qui aimait beaucoup sa famille, qui était très appréciée. Mais en 1999, Pascal fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle va rencontrer un homme pour lequel elle va avoir un coup de foudre, un Bordelais. Elle décide de tout plaquer pour rejoindre cet homme de qui elle est amoureuse. Il y a une séparation avec le père des enfants. C'est à cette époque qu'elle déménage à Martignas-sur-Jalles, donc à côté de Bordeaux. Mais cette deuxième histoire d'amour se termine mal. Son compagnon la quitte et elle se retrouve toute seule. Et elle va donc élever ses 2 enfants. En essayant d'éviter de les bouleverser, elle donc choisit de rester pour éviter un nouveau déménagement. Mère célibataire, à 40 ans, Pascal sombre alors peu à peu dans la dépression. Après sa rupture, Pascal se sent seule. Elle est isolée, côté professionnel, ça ne va pas du tout. Elle n'arrive pas à trouver sa place, elle trouve un emploi chez Enedis, mais elle multiplie les arrêts de travail pour ne pas y aller. Et là, pendant des années, elle est célibataire, elle est un peu malheureuse, elle élève ses enfants, mais elle est seule. Elle avait des phases mélancoliques et au cours de ces phases mélancoliques, effectivement, elle pouvait avoir une consommation d'alcool qui était moins raisonnable. Les enfants n'expliquent pas totalement cette mélancolie. Il y a une chose certaine, c'est que le fait d'être seul lui pesait énormément. Mais son cauchemar est sur le point de se terminer le jour où elle décide de s'engager en politique.
En novembre 2016, Pascale s'inscrit en tant que militante au sein d'un parti politique. Elle milite principalement aussi sur Internet, où elle discute beaucoup sur les réseaux sociaux avec des militants qui pensent comme elle. Au fil des mois, elle fait la rencontre de Nathalie, une autre militante qui est elle aussi membre de ce parti politique. Nathalie, qui est aussi une femme divorcée, qui a son âge, avec laquelle elle partage beaucoup de points communs. Étant donné que toutes les deux ont subi un divorce et qu'elles sont toutes les deux en dépression, elles vont immédiatement se lier d'amitié et on va même qualifier ça de meilleure amitié. Nathalie va progressivement prendre une place croissante auprès de Pascale. Après une année à discuter sur Internet, en novembre 2017, les deux femmes décident de se rencontrer. Nathalie va venir voir Pascale depuis Mulhouse et puis ça se passe très bien et ça se passe tellement bien qu'en mai 2018, les deux femmes décident de s'installer ensemble en colocation. Nathalie va venir habiter chez Pascale, comme ça elles vont pouvoir rompre toutes les deux leur solitude. Mais Nathalie n'est pas la seule à redonner le sourire à Pascale puisque depuis peu, elle a retrouvé l'amour. Un homme que Pascale va rencontrer par les réseaux sociaux par l'intermédiaire de Nathalie. Cet homme, il s'appelle Franck, il est militaire et Pascale, clairement, elle a le coup de foudre pour lui. Franck va correspondre directement avec Pascale et de cette relation épistolaire va naître un attachement, une relation forte entre Franck et Pascale. Elle s'en ouvre même à Nathalie en lui expliquant que même si elle ne l'a jamais vu, elle est folle amoureuse de lui. Franck, qui vit en Espagne, invite pour quelques jours les deux amis à venir le rencontrer. Donc les deux femmes acceptent et elles décident de partir en vacances en Espagne. C'est donc dans ce contexte que le 4 août 2018, les deux amis prennent la route. Ça s'annonce très bien, surtout que Pascale va rencontrer l'homme qu'elle connaît que sur Internet. Les deux femmes sont très, très contentes et joyeuses. Ça s'annonce vraiment comme des bonnes vacances. Et elles posent leurs valises à Sos del Rey de Catolico le 5 août 2018. Mais une fois sur place, Franck explique avoir un empêchement. Pour patienter, les deux amis en profitent alors pour faire du tourisme. Sos del Rey de Catolico est connue pour être une ville assez médiévale, assez traditionnelle espagnole. Et elle coule des jours très heureux entre shopping, visites culturelles, repos, donc tout se passe très bien. Pourtant, au 10e jour de ses vacances, la vie de Pascale va vraiment basculer définitivement. Ce matin du 15 août 2018, les deux femmes quittent leur hôtel, prennent leur voiture et décident de se balader dans un champ un peu escarpé où il y a des éoliennes. C'est une belle journée et elles décident donc de pique-niquer vers midi. Ça se passe très bien, le déjeuner se passe très bien et il fait quand même très très chaud et Pascale décide d'aller faire une sieste dans la voiture. Pascale a décidé de s'assoupir dans la voiture pendant que Nathalie est partie contempler la vue. Et alors que tout semble se passer au mieux, 3 jours plus tard, un employé va faire une macabre découverte dans ce champ d'éoliennes. Quelques heures après la découverte du corps de Pascale, les enquêteurs de la Guardia Civile procèdent aux premières constatations.
quand la Guardia Civile arrive sur le lieu du crime, le 18 août 2018 à 9h30, ils s'aperçoivent que le corps de Pascale, alors elle est habillée avec un t-shirt à bretelles blancs, elle a un short également et des chaussures de sport, et ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de sang. Visiblement, il y a eu un acharnement sur le corps. Il y a un détail qui va interpeller la police espagnole, c'est que le corps est recouvert de sang, mais autour, il n'y a pas de traces de sang apparentes, ce qui laisserait penser que le corps a été déplacé. Et donc, ils en déduisent que le crime ne s'est pas passé à cet endroit-là et que probablement Pascale a été jeté du haut du champ d'éoliennes. Pour les enquêteurs, reste maintenant à savoir pour quelles raisons cette femme a été tuée, mais surtout, qui se cache derrière ce crime. En Espagne, les enquêteurs de la Guardia Civile utilisent les traces numériques de la carte bancaire de Pascale pour tenter de reconstituer son emploi du temps. Et ils s'aperçoivent qu'elle logeait depuis le 5 août dans un petit hôtel de Sos del Rey de Catolico. Ils vont interroger les employés de l'hôtel et ils vont découvrir que Pascale ne logeait pas seule puisqu'elle était avec Nathalie. Il y a un détail qui va interpeller les enquêteurs, c'est que Nathalie n'a pas signalé la disparition de Pascale alors qu'elles logeaient ensemble. Ce dont les enquêteurs s'aperçoivent, c'est que le 15 août au matin, les deux femmes ont quitté toutes les deux le premier hôtel et que le soir, vers 18h, Nathalie revient seule et prend une chambre dans un autre hôtel. Donc c'est quand même une preuve qu'il s'est passé quelque chose parce que cette femme revient toute seule, sans la victime. Donc là, les soupçons pèsent déjà très fortement sur Nathalie. Et puis, il y a un autre élément qui va encore plus éveiller les soupçons des enquêteurs, c'est qu'ils vont s'apercevoir que Nathalie utilise la carte bancaire de Pascale et en plus usurpe son identité. À ce moment de l'enquête, Nathalie dispose d'une longueur d'avance considérable sur les enquêteurs puisqu'elle est déjà en cavale. C'est alors qu'une traque va se mettre en place. En parallèle, le corps de Pascale est autopsié. Et le médecin légiste va constater que Pascale est décédée d'asphyxie et non de coup de couteau comme on l'aurait pu penser au premier abord. Une strangulation extrêmement violente, à ce point violente qu'elle aurait duré entre 15 et 30 secondes et qu'elle aurait fait imploser les carotides. Les enquêteurs vont se rendre compte qu'il y a eu un réel acharnement qui a été fait sur Pascale. Elle a aussi reçu plusieurs coups au niveau de la gorge avec un objet particulièrement tranchant. Ce que nous savons, c'est qu'il y avait 2 plaies par arme tranchante au cou de Pascale, qui sont des plaies anté-mortem, c'est-à-dire qu'elles sont survenues avant la mort. Et puis on voit que le corps a été maltraité, hein, parce qu'il a dû dévaler quelque chose, et donc il y a des traces de coups un peu partout, des bleus, des hématomes. Effectivement, la présence de ces ecchymoses sur le visage et sur le corps de Pascale, ça corrobore ce que pensaient les enquêteurs, à savoir que la scène de crime n'est pas là où on a trouvé Pascale, mais qu'en réalité ça s'est passé ailleurs. Pour les enquêteurs de la Guardia Civile, il y a urgence à retrouver Nathalie, qui semble avoir quitté la ville. Toutes les caméras des autoroutes sont alors étudiées. Pendant la soirée du 16 août, les enquêteurs s'aperçoivent que Nathalie quitte le territoire, retourne en France. Donc là, ils avertissent la police de France. La Guardia Civile contacte la PJ de Bordeaux pour leur expliquer qu'à ce stade, c'est à eux de continuer l'enquête. La PJ de Bordeaux va repérer cette voiture grâce à la vidéosurveillance, notamment des autoroutes. Ils vont pouvoir tracer la destination finale de cette voiture. Est-ce que la PJ de Bordeaux va parvenir à interpeller Nathalie? Il est l'heure à présent pour les enquêteurs français de passer à l'action. « 18 jours après la découverte du corps de Pascale, Nathalie est enfin repérée dans le sud-ouest de la France. Nathalie, elle s'est installée dans un mobil-home d'un camping pas loin de Dax. Un mobil-home qu'elle a loué avec la carte bancaire de Pascale. Et de la même façon qu'elle a procédé en Espagne, elle se fait également passer pour Pascale.
Nathalie est rapidement interpellée par les enquêteurs français. La suspecte n'oppose pas de résistance, même elle coopère presque. Les enquêteurs vont pouvoir fouiller le mobil-home et fouiller la voiture. Et là, ils vont trouver énormément d'éléments. Les enquêteurs vont retrouver des vêtements dans la penderie du mobil-home qui pourraient potentiellement être les vêtements que portait Nathalie le jour du meurtre, puisqu'ils sont tachés de sang. Dans ce bungalow, on va retrouver toutes les affaires personnelles de Pascal, hein, les affaires presque intimes, hein, le sac à main, la carte bleue. Voilà toutes les affaires qui étaient stockées dans ce bungalow où logeait donc Nathalie. La voiture de Pascal, avec laquelle Nathalie a pris la fuite, est également inspectée. Les constatations techniques de la police scientifique ont mis en évidence la présence de sang en abondance sur le siège conducteur, un peu sur le siège passager, sur la banquette arrière et également dans le coffre du véhicule. Et ils vont également faire 2 autres découvertes. La première, qui va être une paire de lunettes de soleil qui va être retrouvée dans la boîte à gants où il y a une trace de doigt avec du sang. Et la deuxième, qui pousse véritablement les soupçons vers Nathalie, c'est un sac à dos qui appartient à Nathalie dans lequel on a un couteau qui présente 99% de sang de Pascal. Au vu des investigations qui sont effectuées par les enquêteurs et au vu de ce qu'ils ont trouvé grâce au poustar et notamment des quantités de sang, ils en déduisent que la voiture est probablement le lieu du crime et là où Pascal a perdu la vie. Au commissariat de Bordeaux, Nathalie est placée en garde à vue. Les policiers cherchent à savoir ce qui s'est passé en Espagne entre elle et Pascal. Mais ils vont se heurter à une première difficulté. Les premières auditions vont se passer beaucoup moins bien que l'interpellation. Nathalie pleure beaucoup. En garde à vue, Nathalie a 2 positions. Soit elle ne sait pas, parce qu'elle se rappelle de rien, parce qu'elle a une sorte d'amnésie, c'est ce qu'elle dit aux policiers. Ou soit elle plaide la folie. Alors, les enquêteurs, ils vont avoir beaucoup de mal à distinguer le vrai du faux dans le discours de Nathalie parce qu'ils ne savent pas si véritablement elle est amnésique ou si elle essaye de cacher la vérité. Elle dit qu'elle était inconsciente à ce moment-là, qu'elle n'était pas lucide, qu'elle était dans un délire. Elle dit qu'elle est folle, qu'elle souffre d'une maladie psychiatrique. Au cours de l'enquête puis de l'instruction, Nathalie va chercher à avoir le bénéfice de l'article 122-1 du Code pénal sur l'abolition ou l'altération du discernement, qui consiste à ce que l'on ne juge pas ceux qui ne sont pas en état d'être jugés. Mais alors que les auditions de Nathalie se poursuivent tant bien que mal, les résultats des analyses des téléphones saisis lors de l'interpellation tombent. La police judiciaire va s'apercevoir que dès le 17 août 2018, Nathalie avait déjà usurpé l'identité de Pascal en se faisant passer pour elle auprès de ses fils. Elle leur a envoyé des SMS pour leur dire que tout se passait très bien. Les enfants comprennent assez vite que ce ne peut pas être leur mère qui écrit ces SMS, car ce n'est pas son expression habituelle. Et par conséquent qu'il s'agit d'une autre personne. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs découvrent également que Nathalie a fait d'étranges recherches sur Internet. Elle va faire des recherches françaises disparues en Espagne, corps retrouvés en Espagne, ce qui laisse penser aussi qu'elle essayait de regarder s'il n'y avait pas une enquête en cours et si elle n'était pas soupçonnée. Elle avait également essayé de rechercher pourquoi est-ce qu'on utilise de la chaux pour les cadavres et on va s'apercevoir que le lendemain, elle a été en acheter. Il se trouve que Nathalie, le 28 août, va acheter un sac de chaux de 28 kg, va acheter une pelle et va se rendre à nouveau en Espagne, dans le champ d'éoliennes, visiblement pour retrouver le corps de Pascal.
Elle avait bien l'intention d'enterrer ce corps avec de la chaux. Elle avait pris cette pelle, donc... Alors ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, le corps a déjà été découvert et donc par conséquent, elle ne trouve pas le corps. Et à ce moment-là, quand elle ne trouve pas le corps, elle décide de repartir en France. Confrontée à ces éléments accablants, au deuxième jour de sa garde à vue, Nathalie accepte enfin de révéler aux enquêteurs ce qui s'est réellement passé entre elle et Pascal. Elle explique aux enquêteurs que le 15 août 2018 au matin, Pascal et Nathalie ont pique-niqué dans un champ d'éoliennes. Pour avoir une discussion, Nathalie aurait ensuite rejoint Pascal, qui faisait une sieste dans la voiture. Et là, c'est le coup de théâtre. Nathalie va sous-entendre à Pascal qu'elle a des sentiments pour elle. Et le ton serait monté. Et Pascal aurait dit « moi je ne suis pas du tout amoureuse de toi ». Elle aurait même fait des remarques sur le corps de Nathalie en disant qu'elle était quand même très adipeuse, en surpoids et qu'elle n'était pas du tout attrayante. Mais c'est une autre révélation qui aurait envenimé la situation et provoqué la colère de Pascal. Ce jour-là, elle comprend que Franck, qu'elle devait rencontrer, n'existe pas. Quand elle est partie en vacances, elle était dans cet état d'esprit de faire une rencontre amoureuse. Ce Franck, qui se dit militaire, conducteur d'hélicoptère, qui avait une vie très intéressante et qui intéresse beaucoup Pascal. Elle dit j'aimerais bien le voir en réalité pour vraiment faire sa rencontre et qu'on puisse discuter réellement. Mais donc elle a quand même des doutes. Elle se dit est-ce que c'est qui cet homme? Pourquoi je peux pas le voir? Donc elle va confronter Nathalie et elle va lui demander si Franck existe vraiment. Et là, Nathalie va lui avouer que non, Franck n'existe pas et qu'en réalité, il s'agit d'une personne fictive qui a été imaginée par Nathalie. C'est à ce moment-là où Pascal aurait compris qu'en fait c'était du bluff, que cet homme n'existait pas et que cet homme n'était autre que Nathalie qui l'a mené en bateau pendant des semaines et des semaines, lui a fait croire à une histoire amoureuse et qu'elle aurait inventé cette histoire peut-être pour faire une déclaration d'amour. À ce moment-là, dire voilà, Franck c'est moi qui t'ai séduite et c'est sans doute ce qui a provoqué et on comprend la colère de Pascal. Pascal, elle est particulièrement choquée, elle se sent trahie parce qu'elle a envoyé des photos intimes à Franck, qu'elle était tombée amoureuse de lui via les réseaux sociaux. Et là, elle s'énerve contre son ami et les deux femmes commencent à se disputer. Nathalie pose sa main sur celle de son ami afin de calmer la situation et de lui présenter ses excuses. Pascal aurait très mal pris la chose. Alors que leurs mains s'effleurent, Pascal saisit un couteau qui se trouvait dans la voiture. Alors ce que raconte Nathalie aux enquêteurs, c'est que Pascal, qui est en fureur, va donner un coup de couteau dans le siège de Nathalie. Donc, Nathalie explique qu'elle s'est sentie en danger face à ce coup de couteau qui aurait été donné par Pascal et qu'à ce moment-là, elle voit rouge. Nathalie est prise d'un élan de colère et décide du coup de passer à l'acte. Elle décide de saisir un cordon de téléphone de charge et l'enrouler autour de Nathalie pour l'étrangler. Sous la contrainte, Pascal aurait alors lâché le couteau. Nathalie ne va pas s'arrêter là puisque par la suite elle va saisir le couteau et elle va lui asséner plusieurs coups de couteau, notamment au cou. Pascal ne décède pas sur le coup, mais reste dans un état comateux jusqu'au décès. Nathalie explique d'abord être restée sur place pendant de longues minutes. Alors après ce meurtre, Nathalie, elle est effondrée, elle est particulièrement choquée et elle se demande comment elle va pouvoir faire pour cacher le corps. Elle a essayé de le charger dans le coffre de la voiture, mais un corps c'est lourd. Et donc elle a décidé de se débarrasser du corps en le projetant du haut d'un talus. Et elle a donc laissé tomber, dégringoler le corps qui a dévalé la pente et qui a terminé sa route au pied de cette éolienne, là où il a été trouvé par le technicien de maintenance.
Aux enquêteurs, Nathalie explique avoir agi en état de légitime défense. Alors cette version, les enquêteurs n'y croient pas vraiment parce que non seulement il n'y a pas de lésion de défense sur le corps de Pascal qui laisserait penser qu'elle a attaqué Nathalie, mais en plus de ça, il n'y a pas non plus de coup qui a été porté par un couteau sur le siège de la voiture. Le 7 septembre 2018, Nathalie est mise en examen pour le chef d'homicide et placée en détention provisoire. Pour expliquer le geste de Nathalie, les enquêteurs se plongent dans le passé de la suspecte et ils y découvrent une vie terrible. Au cours de l'instruction, les enquêteurs cherchent à savoir qui est vraiment Nathalie. Nathalie a grandi à Mulhouse, elle est l'aînée d'une fratrie de 4 frères et sœurs. Le premier drame de la vie de Nathalie, c'était quand elle avait 3 ans. Elle était avec son frère qui avait 2 ans. Et il est mort à côté d'elle d'hydrocution, il est tombé dans l'eau. Et la famille l'a toujours considéré comme étant responsable de cette mort. Dans ses déclarations, Nathalie explique avoir traversé d'autres épreuves douloureuses par la suite. Alors Nathalie, elle explique qu'elle a eu une vie compliquée. À 19 ans, elle va s'inscrire en fac de médecine, elle va suivre de brillantes études, mais au bout de quelques années, elle est contrainte d'abandonner ses études à cause d'un cancer qu'elle va vaincre pour autant. Elle va rencontrer son mari quelques années après, avec lequel elle va avoir 3 enfants. Elle va fonder une famille avec cet homme et 13 ans plus tard, elle va divorcer. Elle va commencer à boire, quoi, avoir des addictions à l'alcool, et ça va marquer sa vie. Dans le cadre de l'instruction, les proches de Nathalie sont auditionnés et ils vont apporter un nouvel éclairage sur sa vie. Les parents de Nathalie ont coupé les ponts avec elle parce qu'ils vont émettre des doutes sur la vie qu'elle a menée. Ils vont s'apercevoir qu'elle ne s'est pas inscrite en fac de médecine et qu'elle n'a pas non plus eu de cancer. Ils vont la décrire comme une femme très machiavélique, qui est prête à jouer des sentiments des autres pour parvenir à ses fins. Nathalie peut mentir pour tout, pour des raisons d'argent, pour des études qu'elle dit faire et qu'en réalité elle ne fait pas. Mais non contente de mentir, Nathalie aurait aussi maltraité ses frères et sœurs. La vie de Nathalie est une vie au cours de laquelle elle aura semé la désolation. Les frères et sœurs de Nathalie vont aussi être interrogés par les enquêteurs et ils vont délivrer un portrait très noir de Nathalie. Ils vont expliquer qu'elle est très manipulatrice, qu'elle était très violente, et ces 2 frères vont même parler d'agression sexuelle de la part de Nathalie dans leur enfance. Cette violence est une problématique qui est également une problématique d'agression sexuelle, va être révélée au cours de son enfance et de son adolescence envers ses frères et envers sa sœur. Ses frères en parle comme étant des agressions sexuelles avérées, et sa sœur parle d'une tentative d'agression sexuelle à laquelle elle aurait mis fin par une opposition immédiate. Quant aux enfants de Nathalie, eux aussi interrogés, ils décrivent plusieurs formes de maltraitance. Les enfants de Nathalie vont faire des révélations qui vont être encore plus glaciales. Ils vont expliquer que leur mère était avec eux, et selon eux particulièrement, perverse, manipulatrice, violente. Ils vont évoquer aussi des maltraitances qu'ils auraient subies dans leur enfance. Et à tel point que la fille dira en audition que avoir été élevée par cette mère-là était ce qui pouvait arriver de pire à des enfants. Le père récupérera d'ailleurs la garde de ses enfants après une enquête sociale qui aura notamment révélé que l'un des enfants avait marqué « Aidez-moi » au-dessus de son lit.
Autre élément inquiétant, les enfants confient que plusieurs de leurs animaux auraient disparu dans des circonstances troubles. Après un retour de week-end où ils étaient ailleurs, les enfants apprenaient subitement la mort d'un lapin par intoxication, la mort d'un chien par un problème rénal. 5 ou 6 morts de ce type avaient fini par leur paraître bizarres. Face à ces récits, les enquêteurs s'intéressent à la santé mentale de l'accusée et découvrent qu'elle souffre de divers troubles psychologiques. Nathalie va se faire diagnostiquer en 2013 et on va lui trouver une pathologie bipolaire et également on découvre qu'elle souffre d'hystérie. Alors Nathalie va même être hospitalisée en psychiatrie, elle va suivre un traitement qui va être un traitement lourd pour sa pathologie. Face à la révélation de la pathologie de Nathalie, la question qui se pose, c'est celle de l'abolition ou de l'altération potentielle de son discernement. Si c'est une abolition du discernement, la personne ne peut pas être jugée pénalement et sa vie se passe dans des hôpitaux psychiatriques. Et si c'est une altération qui est reconnue, à ce moment-là, elle peut être jugée pénalement, mais bénéficie d'atténuation de la peine encourue. Dans le cadre de l'instruction, de nouvelles expertises sont ordonnées. 2 expertises psychiatriques ont été versées au dossier et les 2 experts s'accordent à écarter l'abolition ou l'altération du discernement de Nathalie. Donc ça veut dire que Nathalie est parfaitement accessible à une sanction pénale. Après plusieurs années d'attente, les proches de Pascal vont enfin pouvoir commencer à tourner la page puisque le procès de Nathalie va bientôt s'ouvrir. Quatre ans après le meurtre de Pascal, le procès de Nathalie s'ouvre devant les assises de la Gironde. À 58 ans, elle comparaît pour homicide volontaire et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès s'ouvre dans une ambiance propre aux affaires criminelles, c'est-à-dire à la fois pesante et à la fois dans une forme de recueillement. Nathalie, elle est en déambulateur, elle a une douleur au genou à la suite de son surpoids et elle regarde par terre, elle est pas du tout à l'aise. La famille de Nathalie est venue. La famille de Pascal est venue également. Alors les proches de Pascal, ils sont très anxieux parce qu'il reste quand même des zones d'ombre. Pourquoi est-ce que véritablement Nathalie a tué Pascal? Pour l'accusation, Nathalie, amoureuse de Pascal, l'aurait manipulé pour arriver à ses fins. Les proches de Pascal, ils sont convaincus que cette dernière est tombée entre les griffes d'une calculatrice meurtrière. Nathalie comprend quelles sont les fêlures de Pascal et va s'en servir pour se rapprocher d'elle et devenir son amie. À la barre, les proches de Pascal vont insister sur la faiblesse de cette dernière, sur l'emprise qu'avait Nathalie sur elle, et ils veulent aussi profiter de cette audience pour alerter des dangers des réseaux sociaux qui amènent à penser qu'on connaît des personnes alors qu'on ne les connaît pas vraiment. Nathalie va chercher à conquérir à tout prix Pascal, quitte à passer par des stratagèmes qui sont assez malsains. Elle va aller jusqu'à se faire passer pour un homme sur les réseaux sociaux et jusqu'à organiser une sorte de voyage où malheureusement ça va se terminer en véritable drame. Des accusations de manipulation également reprises par la propre famille de l'accusé. L'ensemble des membres de sa famille, qu'il s'agisse de ses frères ou qu'il s'agisse de ses enfants, lesquels décrivent tous
une personne calculatrice, manipulatrice, qui est entre guillemets peut-être folle, mais qui sait qu'elle l'est et qui accomplit donc ses actes en toute conscience, en toute lucidité, en toute connaissance de cause. Pourtant, à la barre, Nathalie maintient ses premières déclarations. Ce qui est très étonnant pendant le procès, c'est que malgré toutes les preuves accablantes, Nathalie va continuer de rester butée sur son idée. Pour elle, c'est de la légitime défense. Sauf que ça ne colle pas du tout avec les éléments de l'enquête et ça aura tendance à exaspérer toute la famille. Après 5 jours de procès, l'avocat général se lève pour faire ses réquisitions. L'avocat général va faire ses réquisitions et il va demander 30 ans de réclusion criminelle. Pour lui, c'est évident, il n'y avait aucune circonstance atténuante. Elle avait son discernement, ce qui fait que la peine maximale est demandée. Suite au délibéré des jurés, le verdict tombe. Nathalie a été condamnée par la cour d'assises de la Gironde à une peine de réclusion criminelle de 20 ans. À l'annonce du verdict, on peut dire que la partie civile est soulagée et ils estiment avoir d'une certaine manière eu justice. C'est une affaire qui est étrange parce que c'est un féminicide dont l'auteur est une femme. Et puis c'est une histoire dont les mobiles sont quand même très dans les profondeurs psychologiques de l'auteur. C'est une affaire terrible qui parle d'une amitié basée sur du faux, basée sur des mensonges. Et je pense que c'est la désillusion d'une femme, et là je parle de Pascal, qui a pensé que Nathalie était une amie, alors qu'en fait elle lui mentait. Et elle tentait d'obtenir quelque chose d'elle que Pascal n'était pas prête à lui donner. Et au final, elle l'a tuée. Les enfants de Pascal souhaitent garder l'image de la mère qu'ils ont, eux, connue, qui a été là pour eux à toute époque de leur vie, qui les a soutenus moralement, qui les a soutenus financièrement, qui leur a offert un toit, une sécurité. Et évidemment, ces enfants sont aujourd'hui éplorés. Et évidemment, le temps de la reconstruction est venu, mais elle est difficile.